d'attente. Donc, on va commencer le webinaire. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps pour cette heure, 1 heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc, je me présente. Je suis Erika Campello, la déléguée nationale de l'association Vox Public. Je ne sais pas si vous connaissez l'association, mais je tiens à vous la présenter très brièvement. Donc, on a été créé en 2017. Donc, c'est une association plutôt jeune et récente. Donc, on travaille pour lutter contre les discriminations, les injustices sociales et défendre l'État de droit et les libertés en France. Et nous avons 3 axes d'action à Vox Public. C'est l'accompagnement personnalisé des collectifs et associations de personnes de premiers concernés dans leur stratégie de plaidoyer, de médias et communication. Nous accompagnons aussi dans un deuxième axe de travail l'animation d'un espace rassemblant diverses actrices et acteurs de la société civile qui souhaitent se mobiliser collectivement. Et le troisième axe de travail, c'est la création d'outils pour soutenir la société civile, en particulier des annuaires, des cabinets ministériels, des parlementaires, des journalistes et des fiches méthodologiques pour outiller les associations. Tout ça est en ligne, en accès libre et gratuit sur notre site Internet. Et Vox Public est surtout, et comme vos organisations, très attachée à la protection des droits fondamentaux et des libertés collectives et les libertés individuelles. Donc, depuis le début de notre association, Vox Public promeut les outils numériques libres. Il travaille à renforcer les bonnes pratiques de la société civile pour mieux se prémunir contre les risques. C'était tout l'objet de notre premier projet autour du numérique qui s'intitulait Assotech. On a commencé ce projet en 2017, tout au début de Vox Public, et ce projet, il a eu lieu il a donné naissance à ce projet qu'aujourd'hui on appelle euh, Big Tech et discrimination, qui est la suite logique de ce premier projet. Le projet Big Tech et discrimination, nous comptons avec l'appui de la Fondation Luminate. Il était vraiment la suite logique de Assotech. Donc, le projet Big Tech, il est lancé, on commence autour de ce projet en 2023. Et il était lancé pour répondre à un constat toujours plus vrai d'actualité. Les plateformes de réseaux sociaux comme Meta, TikTok, X, elles jouent un rôle majeur dans la montée des discriminations, de la haine et de la violence en ligne. Et donc, pour nous, à Vox Public, qui travaillons depuis 8 ans sur les questions de lutte contre les discriminations et l'injustice, c'était tout naturel de donner une suite ou créer un espace d'échange sur ces questions-là avec les acteurs et actrices de la société civile, surtout les personnes concernées par ces discriminations qui sont les plus touchées aujourd'hui, ainsi que les défenseurs des droits aussi, et militantes et militants. Donc aujourd'hui, l'espace, ce qu'on appelle la dynamique Big Tech, ressemble à une trentaine d'organisations, aussi bien des associations qui sont spécialistes du numérique que des associations de lutte contre les discriminations et les injustices. Ce projet prend tout son sens dans un contexte politique numérique de plus en plus délétère, malheureusement, où on constate à la fois le pouvoir démesuré de ces plateformes, de ces réseaux sociaux, et la mise en cause croissante des droits et des libertés. Donc, face à cela, les associations qui participent de cette dynamique Big Tech, elles unissent leurs forces, c'est un espace collectif, donc elles partagent des ressources, elles diffusent de bonnes pratiques, s'y soutiennent mutuellement et construisent ensemble un plaidoyer commun, y compris dans un avenir proche sur le terrain juridique. Donc, je tiens vraiment à remercier à Pauline, Pierre et Nicolas qui vont partager leur expérience, l'expérience de leur organisation et l'expérience de Pauline en tant que journaliste spécialisée. Et ils ont accepté notre invitation. Merci beaucoup à Swazik pour la modération, l'animation et bien sûr toute l'équipe Thomas et Kaina qui ont travaillé à préparer cet webinaire. Donc, je vous souhaite un bon échange. Je passe la parole à l'animatrice Swazik Pénicaud. Merci. Merci beaucoup, Erika, et bonjour à toutes et tous, bienvenue. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, et je pense que ça témoigne de l'intérêt pour ce sujet.
Donc, on va essayer d'avoir une discussion qui va être intéressante, éclairante et qui va apporter des nouvelles choses à la réflexion. Donc moi, effectivement, comme l'a dit Erika, je m'appelle Swazik et Swazik Pénicaud, je suis chercheuse et consultante sur les enjeux du numérique pour les droits humains et je travaille avec Vox Public sur ce réseau Big Tech et discrimination. Euh, la raison pour laquelle on voulait organiser ce moment d'échange aujourd'hui, c'est que on est parti du constat, comme vous toutes et tous probablement, que face aux évolutions plus ou moins récentes des plateformes en ligne, de plus en plus d'associations s'interrogent sur leur présence sur ces réseaux, avec notamment en janvier 2025, donc ce mois de janvier, une annonce par 86 associations dans une tribune publiée dans Le Monde de leur départ de Twitter X. Alors moi, je suis très Twitter encore, j'appelle, bon, bref, voilà. J'ai du mal à passer à autre chose. Et cette tribune et ce mouvement a été notamment coordonné par Emmaüs France qui va pouvoir s'exprimer sur le sujet. On sait que d'autres associations ont choisi de rester, mais au-delà de X, la question se pose pour plus de réseaux sociaux puisque en février 2025, c'était au tour de Meta, qui possède WhatsApp, mais aussi et surtout Facebook, Instagram, d'annoncer des changements dans ces politiques de modération sur lesquelles on aura probablement aussi l'occasion de revenir. Je vais vous mettre le lien vers la tribune aussi pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de la lire. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est non pas de se concentrer sur Twitter X, mais de prendre vraiment ce moment qui a été un peu charnière comme un point de départ pour explorer des questions qui n'ont pas de réponse évidente. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois intervenants. Pauline Ferrari, qui est... Alors, Pauline, je propose une présentation, mais tu n'hésiteras pas à compléter. Pauline, qui est journaliste indépendante, spécialiste de nombreux sujets, mais entre autres du numérique, et autrice de Former à la haine des femmes, qui est un ouvrage sur les mouvements masculinistes en ligne et qui a également signé de nombreuses enquêtes, et notamment une enquête sur le cyberharcèlement de la boxeuse Imen Relief, qui est parue dans La Déferlante en octobre 2024. Nicolas Mazard, qui est notre autre intervenant que j'ai vu, qui est chargé de mission à l'ANVITA, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants, et Pierre Vouet, qui est responsable éditorial et relations presse d'Emmaüs France, à moins qu'il n'ait changé de poste et que je n'ai pas le bon intitulé. Donc Pierre, je te laisserai me corriger ou compléter. Euh, un tout petit point logistique avant qu'on rentre dans le dur de la discussion. Donc pour rappel, on a jusqu'à 14 heures, mais dû à une contrainte horaire, Pierre Vouet devra nous quitter à 13h30. Donc je m'occuperai que ça se passe de la meilleure manière. La manière dont ce temps va s'organiser, c'est qu'on va avoir un tour de table entre nos trois intervenantes et intervenants et des temps de questions-réponses à différents moments. Comme on est assez nombreux et nombreuses aujourd'hui, on va prendre les questions uniquement par écrit. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans la discussion Zoom au fur et à mesure. Et Thomas de Vox Public et moi nous chargerons d'intégrer vos questions dans la discussion. On aura deux temps de questions-réponses distincts. Et ça peut être des questions, mais aussi n'hésitez pas si vous avez des partages d'expériences ou des ressources. Vous aurez sûrement des choses auxquelles on n'aura pas pensé. Donc vraiment, cette discussion écrite est ouverte. Si vous voulez avoir vos caméras allumées, c'est possible. Gardez à l'esprit que le webinaire est enregistré. Donc ça, c'est peut-être important pour vous. Et en revanche, on vous demandera de laisser vos micros coupés. Voilà. La dernière chose, c'est merci de ne pas prendre de capture d'écran du webinaire. Euh, un dernier petit point logistique. Je crois que j'en ai fini avec ma liste de courses. Et donc, je vous propose qu'on se lance et qu'on prenne comme point de départ justement ce qui s'est passé en janvier avec des départs massifs de Twitter X, à la fois par des associations, mais aussi par tout un ensemble de publics. Et Emmaüs France, notamment, a impulsé une dynamique collective de départ avec la tribune dont j'ai parlé précédemment. Et du coup, je propose à Pierre de prendre la parole en premier. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette tribune et ce mouvement de départ, et puis concrètement, comment est-ce que vous avez procédé? Bonjour à toutes et à tous. Merci à Vox Public pour l'invitation et merci à toi, Swazik. Donc effectivement, je suis responsable de la communication d'Emmaüs France. Il y avait un petit écueil dans la signature, mais il n'y a pas d'importance. Très rapidement, pourquoi on en est arrivé à quitter X? En fait, c'est une réflexion qui est cheminée depuis longtemps au sein de l'équipe communication d'Emmaüs France. On s'était déjà posé la question il y a un an et demi, je pense, un an et demi ou 2 ans.
Et puis, chemin faisant, les sujets étant très très nombreux à traiter, on avait un petit peu mis ça de côté. Et puis, je pense que le niveau d'outrance enfin, qu'on avait atteint avec le propriétaire de Twitter, moi je suis un peu comme toi, je me dis que je n'ai pas envie de me résoudre à l'appeler X, parce que c'est un peu comme le RN et le FN. Je pense que c'est bien de continuer à les appeler par leur vrai nom. Et du coup, la question est revenue à l'automne dernier. Et puis, donc fin novembre, fin novembre, début décembre, et on s'est dit, bah, est-ce que là, c'est pas le moment d'y aller? Et on s'est dit, ben si, collectivement, on est d'accord, il faut qu'on le quitte. Nos instances y étaient favorables, et on s'est dit, mais y aller tout seul, c'est un peu dommage. On serait plus fort si on y allait ensemble, hein, comme toujours. Vous connaissez l'adage. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on, par souci de temps, d'économie de temps, il y a des choses un peu pragmatiques hein, qui viennent quand même régenter notre quotidien. Et donc, on a décidé de proposer une initiative collective, d'en mettre un peu l'impulsion et de proposer un draft de tribune. Et pour être tout à fait transparent, on n'avait pas tellement travaillé notre sujet, et donc finalement, on ne savait pas tout ce qui se passait à côté déjà. Du côté de la DH, il y avait des réflexions qui étaient en cours, il y avait Hello Kitty, mais dont on a découvert l'existence par la suite. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est d'abord adressé à notre réseau, hein. Emmaüs, c'est un mouvement de 300 structures. Donc on a d'abord questionné les plus grosses d'entre elles, celles qui sont vraiment présentes numériquement. Donc notamment la Fondation pour le logement, ex-FAP. Et puis ensuite, on a élargi à toutes les organes partenaires avec lesquels on peut travailler dans le cadre de différents collectifs interassociatifs. Et puis finalement, on s'est rendu compte que rapidement, ça apprenait. Voilà, donc on avait la première démarche, c'était l'envoi d'un mail à tout le monde avec un draft de tribune. Et puis de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur jusqu'au résultat que vous connaissez, à savoir la publication de la tribune et le départ à peu près synchronisé de plus de 80 structures, hein, sachant qu'à côté de ça, il y a d'autres, des personnalités, des médias qui ont quitté Twitter aussi, soit le même jour, soit quelques jours avant, soit encore avant. Bref, on n'est pas les seuls non plus à avoir fait ça. Ouais, tout à fait. Et on pourra y revenir. Enfin, la dynamique a pris. Après, il y a eu des associations qui n'ont pas rejoint, des associations qui ont rejoint. Et je mentionne aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Hello Kitty, je mets le lien dans la discussion. C'est une plateforme qui vous permet de faire une transition un peu plus simple entre X et notamment Blue Sky et Mastodon, qui sont deux autres réseaux sociaux. Et je crois qu'ils ont changé de nom depuis. Mais en tout cas, c'est un outillage un peu technique. euh, sur lequel on pourra revenir. Est-ce que, alors je ne vois plus Nicolas. Est-ce que Nicolas... Ah si, je le vois. Je te vois, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Euh, Nicolas, aussi, vous, côté Anvita, vous avez été signataire de la tribune. Euh, Comment s'est passée la décision pour vous? Est-ce que vous avez eu aussi des doutes ou bien des difficultés? Est-ce que c'était quelque chose de très naturel ou bien est-ce qu'il y a eu des choses un peu à surmonter pour lancer ce mouvement de départ? Et peut-être aussi, est-ce que Twitter X était un réseau important pour vous? En fait, de notre côté, ça fait quand même plusieurs années qu'on se mobilise sur les enjeux de lutte contre les idées d'extrême droite et de la banalisation de ces idées. Et du coup, là, avec l'élection de Trump et du coup le rôle assez majeur que le réseau X a joué dans ce cadre, ça a été plutôt assez naturel, on va dire, comme discussion au sein d'abord de l'équipe et ensuite au sein du conseil d'administration de l'association. La difficulté, c'est que X, c'est quand même le réseau par excellence des élus, des journalistes et des élus, et que l'Anvita, c'est un réseau d'élus. Donc, on se disait qu'on allait peut-être perdre une partie de notre cible de communication si on quittait X. Donc, ça a été quand même un enjeu qui a été discuté au sein du bureau, au sein du CA, mais en fait, on est quand même une association de taille modeste, on va dire. On a quand même un nombre d'abonnés qui était relativement modeste aussi sur X, et en fait, c'est pas forcément notre réseau de prédilection, on va dire, pour toucher le public qu'on vise en particulier. On est plutôt sur LinkedIn, à tout dire. Donc finalement, on s'est dit qu'on n'avait pas tant à perdre que ça et surtout beaucoup à gagner en fait à ne plus avoir à essayer de lutter contre l'algorithme et aussi contre le shadow banning parce que ça, on sentait bien aussi que nos posts avaient de moins en moins d'impact, notamment dès qu'on parlait d'extrême droite, visiblement, on n'avait plus aucune stat. Donc ouais, ça s'est plutôt imposé facilement de ce point de vue-là, quoi. Après, les membres à titre individuel du réseau peuvent être encore sur X, mais l'association a rejoint du coup l'initiative portée par Emmaüs et ça s'est fait assez facilement à partir de ce moment-là. Ouais, ce que j'entends aussi, ce que je trouve intéressant déjà comme premier point, c'est que le départ du réseau était peut-être facilité par le fait qu'il ne servait même plus son rôle
que en fait, vous aviez plus de visibilité et que peut-être aussi il n'était pas si important, je vois Pierre qui hoche la tête aussi, dans les stratégies réseaux sociaux, que c'était même peut-être pas le réseau social principal. Et ça, je souhaite le souligner dès maintenant, parce que la question en filigrane, c'est qu'est-ce qui rend possible un départ ou non? Et donc là, on voit peut-être que ce qui rend possible un départ, c'est le fait que, ben, les coûts sont plus importants que les bénéfices. Est-ce que donc Pauline, toi d'abord, est-ce que tu es encore sur, X, Twitter, Twix, ce genre de choses? Et est-ce que c'est les réflexions, de Pierre et Nicolas, c'est des choses dans lesquelles tu te retrouves? Ouais, alors bah, déjà merci pour l'invitation. Moi, je suis encore présente sur Twix, mais je ne poste plus. C'est-à-dire que mon compte est encore valable, mais je poste plus rien dessus. Ça a été une grande problématique pour les journalistes. Nous, je parle en tout cas pour les médias et pour les journalistes indépendants, ça fait quelques années qu'on se pose cette question-là, notamment depuis le rachat par Elon Musk. On commençait à percevoir que à la fois quand on essayait de publier des articles et donc de transmettre notre travail, ou quand on essayait de faire des appels au témoignage, ce genre de choses, notre parole avait plus trop d'impact et on se retrouvait un petit peu noyé dans tous les comptes certifiés, le trolling d'extrême droite aussi de manière assez concrète. Et puis, en effet, euh, la plupart des journalistes, si on était sur Twitter, c'était à la fois pour essayer de choper de l'info, parce que c'est une plateforme qui permet de quand même bah, de faire du direct, en fait, tout simplement sur un événement, sur un procès, d'être dans de l'instantanéité, mais aussi pour pouvoir, en tant qu'indépendant, promouvoir notre travail et de fait essayer de connecter aussi avec des rédactions. Et on sait que l'économie de la presse est en crise et la bollorhisation fait que c'est compliqué de trouver aussi des publications pour traiter de l'extrême droite, pour traiter des questions de genre, pour traiter des discriminations. Donc, ça a demandé beaucoup de réflexion, y compris dans des collectifs de journalistes indépendants, y compris pour des médias, on va dire, indépendants ou non. D'ailleurs, je sais que Ouest France a fait partie des premiers à quitter Twitter. Mais oui, c'est une réflexion et qui continue en fait encore aujourd'hui parce que il y a quand même une réflexion qui est d'une part quitter Twitter, oui, mais pour partir où? Et d'autre part, en fait, il y a encore beaucoup de gens qui restent sur Twitter et notamment beaucoup de jeunes. Et donc, ça pose énormément de questions sur à qui on s'adresse et à qui on laisse aussi cette plateforme-là, quoi. Oui, tout à fait. Et aussi, bah, après, on pourrait se dire qu'il y a des plateformes qui, j'allais dire, des plateformes, déjà estampillées extrême droite, qui existent, mais la différence que tu fais, Pauline, c'est qu'il y a des gens qui sont restés, pour le coup, sur Twitter, et des jeunes qui, pour le coup, ne sont pas des personnes, d'extrême droite. Puis on sait que toi, tu as fait un gros travail sur la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés, pour, faire circuler des idées masculinistes, des idées d'extrême droite. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être important de ne pas laisser cet espace-là. Et tu dis, c'est des questions qui restent ouvertes, quoi, que pour l'instant, il y a pas de, en tout cas, côté journaliste, il y a pas forcément de réponse toute faite. Non, il n'y en a pas parce qu'en fait, on est beaucoup de journalistes à avoir migré, notamment sur Blue Sky ou sur Mastodon ou en fait sur d'autres plateformes. Mais ça n'a pas été aussi massif, je pense, que ce qu'on avait espéré. Blue Sky ou Mastodon d'ailleurs, restent des plateformes qui sont quand même assez officielles, c'est-à-dire d'organisations, d'élus, de journalistes. Mais du coup, ça crée un entre-soi quand même assez élitiste. Bah, de personnes qui sont sensibilisées à ces sujets-là. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont pas sensibles en fait à cette question-là, pour qui une plateforme, tant qu'elle est pratique et qu'elle permet de connecter avec d'autres gens, en fait, qui la possède, c'est pas vraiment une question. Et donc, du coup, ça pose énormément de questions de est-ce qu'on ne devient pas des journalistes qui font des articles pour d'autres journalistes ou pour d'autres personnes qui sont déjà informées et sensibilisées à certaines questions. Et donc, par exemple, moi, je me suis beaucoup remis sur Instagram parce que je trouvais que c'était une plateforme qui était intéressante. Mais là encore, on est dans des effets d'algorithme et des effets de bulle qui font qu'on s'adresse toujours aux mêmes personnes. Et donc, il y a un vrai travail, en tout cas, nous, en tant que journalistes, d'aller chercher aussi des gens, et notamment des jeunes, qui sont peut-être moins politisés ou moins
on va dire, regardant sur l'actualité pour aller leur parler parce que c'est des gens qui sont tout à fait capables de comprendre une information et à qui ça intéresse. Mais si on va pas vers eux, en fait, c'est compliqué, quoi. Donc, ça pose plein de questions sur en fait, la structure informationnelle aussi, de comment on produit du contenu et à qui on s'adresse. Et voilà, c'est des questions qui restent encore ouvertes parce qu'en fait, là, on est quelques mois après et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Et ça, ouais, c'est encore ouvert, à mon sens. Ouais. Non, c'est très intéressant et on peut commencer à l'aborder maintenant, cette question de aller vers où? Parce que c'est quelque chose dont Pierre, on avait discuté aussi en préparant cet échange où on parlait de Blue Sky et Mastodon. Et peut-être que Nicolas, côté Invita, vous êtes présent et présente aussi sur ces réseaux. Euh, Où est-ce que vous êtes et peut-être avec quels résultats et avec quelles réflexions par rapport à ces alternatives que vous avez commencé à explorer? Peut-être que Pierre, tu veux répondre? Oui, bien sûr. Alors, donc, quand on a quitté X, qu'on n'a pas vraiment quitté, hein, comme Pauline, finalement, le compte est encore actif pour pas se le faire prendre par quelqu'un d'autre, d'éventuellement malveillant. Donc, on est toujours présent, mais inactif. On est parti, donc, on a créé un compte Blue Sky et un compte Mastodon. Et finalement, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que, en fait, on est aussi dans une forme d'entre-soi. Alors, il n'y a pas d'autres publics que nos sympathisants et nos opposants dessus. Donc c'est peut-être pas une population large comme c'est le cas sur X, mais finalement on continue à parler à un cercle assez restreint, je pense. Et c'est ça qui, je reviens à ta question d'avant, explique aussi le pourquoi d'un départ aussi facile pour nous, c'est qu'on avait une audience assez conséquente, on avait quasiment 40 000 abonnés, mais en fait on avait un taux d'engagement qui était le plus faible de tous nos réseaux. Parce que je pense que on parlait aux gens qui étaient nos sympathisants, mais qui ne réagissaient pas spécialement aux posts qu'on faisait. Et en revanche, on avait beaucoup de haters, surtout sur les sujets personnes exilées, évidemment. Donc finalement, la perte d'audience, elle était minime. Et donc là, on est parti ailleurs, dans des espaces où il n'y a plus, pour l'instant en tout cas, la malveillance, l'outrance qu'on peut voir sur X, mais on ne parle qu'à un cercle extrêmement restreint de personnes qui vont effectivement être des publics un peu CSP+, hein, pour le faire une caricature, hein. On a des journalistes, des politiques, des gens militants plutôt très engagés. Donc on n'est pas dans un travail de sensibilisation de l'opinion publique, de déconstruction des clichés sur les personnes exilées ou les personnes pauvres. On ne fait pas notre travail d'éducation populaire qu'on pourrait faire sur un réseau où tout le monde est bah voilà, potentiellement un peu captif de nos messages. Je sais pas si Nicolas, tu veux compléter? Ouais, ouais, bah, nous aussi, du coup, on a fait cette transition depuis X vers Blue Sky. Euh, X, pareil, on est dans le même format, on a gardé le compte, même si on ne poste plus dessus. Dernier post, c'était pour annoncer qu'on partait sur Blue Sky, vous pouvez nous rejoindre là-bas. Et complètement les mêmes observations hein, qui ont été précédemment dites. Euh, Après, notre utilisation des réseaux sociaux et notamment en l'occurrence de Blue Sky, nous, en fait, ça nous intéresse de toucher en fait des cibles particulières. Donc, a priori, les élus et en particulier les élus. Donc, finalement, que sur Blue Sky, il y ait déjà ces publics-là qui soient connectés, ça nous intéresse et ça nous permet de faire passer des messages. Sachant que pour toucher, on a deux axes de stratégie sur les réseaux sociaux. On a un premier axe autour de toucher ce public cible, d'une part, et un autre axe qui est plutôt à viser grand public sur la déconstruction autour des idées reçues, autour de l'immigration et de proposer justement un discours en direction de l'accueil. Et dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les mêmes réseaux sociaux. On va moins faire ce travail-là sur Blue Sky, par exemple, et on faire plus ce travail-là sur Meta, du coup, Facebook, Instagram. Donc, vu que ces deux stratégies-là ne sont pas forcément faites sur chacun des réseaux, on a l'impression que c'est moins gênant de ce point de vue-là, quoi. Et encore une fois, après, nous, on a une audience qui est quand même assez limitée sur chacun de ces réseaux. Donc,
Peut-être l'impact se ressent moins. Par contre, la question de quitter X, l'impact est très clair, hein, parce que enfin, même du point de vue aussi de plus avoir à subir en tant que salarié, de continuer à être présent sur cette plateforme et subir cette violence tous les jours sur cette plateforme, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, quoi. Oui, et en fait, je vois les questions dans le chat, on va y venir. Ce qui me frappe, c'est que pour le coup, le départ de Twitter X a l'air d'avoir été vécu plus comme une libération, en tout cas côté association. En tout cas, dans la forme dans laquelle Twitter X a été, parce que je pense qu'il y a eu une époque où c'était un outil qui était utile, mais une fois le deuil fait de l'utilité de l'outil, ce départ en janvier a peut-être été vécu plus comme une libération. Euh, Ça a l'air d'être moins le cas pour les outils de méta, donc Instagram et Facebook, ou qui, pour rappel, je fais juste un petit rappel parce que ça me paraît intéressant. En février dernier, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a annoncé des changements dans les politiques de modération et de vérification des contenus. On a beaucoup parlé des fact-checkers, donc l'arrêt du programme de fact-checking de Meta, mais on a moins parlé des changements dans les politiques de modération qui, là, sont plus à même de nous toucher aussi en Europe, mais notamment la réécriture de la section contenu haineux des standards de la communauté, avec des autorisations explicites ou en tout cas en retirant des interdictions relatives aux personnes LGBTQ+, en particulier les personnes transgenres, des interdictions relatives à des messages concernant les femmes, les personnes racisées, les personnes migrantes, et puis aussi l'abandon des algorithmes automatisés, en tout cas de pratiques algorithmiques pour réduire la portée de contenu haineux ou de contenu de désinformation. Et je prenais juste 3 minutes pour le rappeler parce qu'on a beaucoup parlé du fact-checking qui peut nous paraître un peu abstrait dans un domaine de lutte contre les discriminations, même si la désinformation, on le sait, est très importante. Mais pour le coup, il y avait aussi des messages politiques assez forts en matière de qui on voulait protéger ou non sur ces plateformes, même si les lois européennes permettent une certaine protection plus avancée qu'aux États-Unis. Mais donc, on voit que c'est des plateformes qui sont très problématiques, sur lesquels, si je ne m'abuse, tous nos intervenants intervenantes continuent à être. Et du coup, ma question, c'est de creuser un peu cette ambiguïté-là, enfin cette ambivalence, pas cette ambiguïté, plus une ambivalence. Est-ce que, je vais commencer par Pauline, est-ce que Pauline, c'est des réflexions que tu as, que les journalistes plus globalement ont, euh, et comment est-ce que tu réfléchis à cette utilisation-là? Tu as parlé d'Instagram, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Mais c'est toujours un travail de funambule parce que, en tant que journaliste, en tout cas, on est dans un truc un peu bizarre dans le sens où les réseaux sociaux font partie intégrante de notre travail. On ne peut pas le nier. Et la plupart de la population est présente sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, etc. Tout dépend du public. Moi, en tant que spécialiste des technologies, forcément, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil d'information. Et en même temps, sur les sujets que je traite, pour pas mal traiter, par exemple, de l'extrême droite, des violences sexistes et sexuelles, des discriminations envers les personnes LGBTQIA+, et des femmes, en fait, je vois la différence, ne serait-ce sur Instagram, quand je fais une publication qui est un espèce, je sais pas, de dump de mon mois où je vais mettre des photos un peu marrantes, rigolotes du travail de journaliste, où là, il va y avoir de l'engagement. Et quand je fais une publication, par exemple, sur un de mes articles sur une plateforme qui permet des deepfakes pornographiques. Et en fait, on passe de, je sais pas, des centaines de likes à 60, parce qu'il y a aussi des formes de shadow ban, donc d'invisibilisation par la plateforme de certains sujets. Quand il n'y a pas des publications qui sont marquées comme propos sexuels explicites ou nudité explicite. Ça m'est arrivé aussi sur des captures d'écran d'articles, ce genre de choses. Donc ouais, c'est des réflexions encore en cours. Et en fait, le truc, c'est que il y a deux choses. C'est que pour les journalistes staffés, c'est-à-dire qui vont avoir un poste dans une rédaction, il y a la communication de la rédaction. Et là-dessus, pour avoir pas mal d'amis, notamment qui travaillent en tant que community manager pour certains médias, je pense à l'Humanité par exemple, il y a tout un travail sur comment on fait pour
publiciser les articles, les communiquer au grand public, qu'ils puissent être repris, que l'information puisse être transmise. Mais ça, c'est des gros comptes parce que c'est des grosses rédactions. Et après, il y a le fait qu'en tant que journaliste indépendant, ben, on a beaucoup moins de visibilité et surtout, face aux discriminations et face au cyberharcèlement, on est seul. On est vraiment seul et là-dessus, j'ai envie de dire, on fait un peu comme on peut. Par exemple, le média d'extrême droite Frontière, il n'y a pas très très longtemps, a sorti sa cartographie de l'extrême gauche. De l'extrême gauche. Je mets des R guillemets. Par exemple, moi, je suis dessus. Voilà. Donc, ça amène forcément un manque de protection pour ma part. Parce que, en fait, des informations sur moi en ligne, il y en a plein. Parce que, du coup, il y a ma tête en gros plan sur une liste de journalistes à abattre. Donc, ça pose énormément de questions. Et là-dessus, les lois ne nous protègent pas non plus. Et donc, ça amène à encore plus de silenciation envers les journalistes, et d'autant plus si ce sont des journalistes femmes, racisées, personnes LGBT, etc., etc. Donc, en fait, ces réflexions, on est un peu dans un... En fait, l'état de la presse et l'état du journalisme est tellement mauvais en ce moment, de par la polarisation, de par les systèmes algorithmiques, etc., qu'on est un peu dans un stade de on fait comme on peut. Et moi, mon choix, ça a été par exemple, moi, je me suis mise sur Twitch depuis septembre dernier parce que c'est une plateforme que j'affectionne et que c'est une plateforme dans laquelle je trouve qu'il y a moins ces effets d'algorithme et ça me permet d'aller toucher aussi une population plus jeune, masculine, qui va peut-être moins voir mon travail que d'habitude, mais c'est un choix très personnel, c'est un investissement perso qui ne me rapporte aucun argent. Enfin, c'est voilà, c'est de l'éducation populaire, mais c'est un choix très personnel que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas faire, et c'est OK aussi. Je sais qu'il y a des journalistes qui essayent de se mettre sur TikTok, qui font des vidéos YouTube, etc., mais c'est aussi lié à la précarisation du métier de journaliste. Et ça nous... Voilà, il y a du bon et du mauvais côté, en fait, là-dedans, quoi. Ouais, c'est là tout enfin, toute l'ambivalence et l'ambiguïté, et avant de me tourner vers Pierre et Nicolas, effectivement, Thomas a redit, Pauline, tu l'as dit, le shadow banning, c'est l'invisibilisation de certains contenus, via les algorithmes, notamment, des plateformes. Donc le fait de réduire la portée de certains contenus. Et Pauline, tu as parlé de Twitch. Et donc Twitch, pour les personnes qui ne connaissent pas ici, c'est une plateforme de streaming, donc où des personnes, Pauline, tu me corriges ou tu complètes si je le dis mal, mais qui était originellement utilisée pour les personnes qui jouaient aux jeux vidéo et qui jouaient aux jeux vidéo pour leur communauté, mais qui est maintenant investie par beaucoup d'autres organisations ou personnes pour juste faire des émissions et faire du live pour parler de... Voilà. Est-ce que, je vais me tourner vers Pierre. Vous, côté Emmaüs France, avec Meta, c'est particulier parce que vous êtes présent et en plus, parfois, vous payez, la plateforme directement. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire si vous avez des réflexions en interne sur comment vous utilisez ces plateformes et si peut-être ces réflexions ont changé depuis le départ de X? Alors, du coup, il y a deux questions en une. La question de la présence et Ouais, celle c'est ma de payer des spécialité. campagnes sponsorisées. C'est pas grave. Alors, sur la question de la présence sur Meta, effectivement, la question se posait aussi au moment où on a quitté X et elle s'est reposée au moment des déclarations de Zuckerberg en février dernier. Je n'ai plus la période en tête, mais c'est ce que tu as dit, février, sur la question de la modération. Et on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'il ne faut pas qu'on quitte aussi Meta, en fait, hein, par souci de cohérence avec la démarche qu'on a entreprise en fin d'année? Est-ce qu'on ne devrait pas tout quitter? Parce qu'en fait, ça reviendrait à tout quitter. Et c'est ça le problème. C'est que, comme le disait Pauline tout à l'heure, c'est un exercice de funambule, dans le sens où on a envie d'être fidèle à nos valeurs et à notre éthique, et qu'on a, je pense, une forme de devoir d'être fidèle à nos valeurs quand on est une organisation solidaire, qui justement met en avant des valeurs humanistes, de respect de la dignité humaine notamment. Et donc on voudrait être exemplaire. Et en même temps, si on quitte Meta, ça veut dire qu'on se prive réellement d'une audience significative. Et on n'est pas encore prêt à renoncer à ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a quitté X parce que, je l'ai dit tout à l'heure, enfin en préambule, on avait atteint un niveau d'outrance délirant de la part d'Elon Musk et puis d'ingérence dans la vie politique américaine qui était quand même clairement établie.
Et les sur Meta, peut-être qu'on n'en est pas encore là, peut-être qu'on n'a pas encore atteint le niveau d'indécence qui fera que demain il y aura un déclic côté Emmaüs, en tout cas, je sais pas. Mais en même temps, effectivement, c'est aussi une façon pour nous de nous adresser au grand public. Et nous, ce qu'on veut, c'est rallier des gens à notre cause, à nos sujets, à nos valeurs, euh, que notre vision soit partagée par le plus grand nombre. Et pour ça, il faut qu'on existe aussi numériquement parlant. C'est indispensable parce qu'on a besoin de toucher les jeunes et que les jeunes sont essentiellement là. Donc pour l'instant, on n'en est pas à quitter Meta. Et donc par ailleurs, il y a effectivement une question qui, pour le coup, fait moins consensus au sein d'Emmaüs sur la question de payer des campagnes sponsorisées, effectivement. Disons les mots. Donc effectivement, il arrive qu'on paye Meta pour valoriser des contenus. Alors en l'occurrence, on l'a fait pour des guides de déconstruction des clichés, justement. On a fait des petits guides, 5 clichés contre les clichés, enfin 5, pardon, guides 5 clichés sur les personnes exilées, sur les personnes pauvres. Là, on en sort un tout bientôt sur les personnes détenues. Donc à chaque fois, c'est plutôt sur des sujets qui sont l'objet d'une invisibilisation des réseaux sociaux. Donc on pourrait voir ça comme un pied de nez et en même temps on les finance, hein, donc ça va un peu dans les deux sens. Néanmoins, c'est une démarche qui nous permet d'accéder à une audience extrêmement large. Donc on n'a pas de bilan chiffré, hein, qualitatif de quel est l'impact réel, combien de personnes on a réellement sensibilisé sur ces questions-là, mais on a quand même l'impression que ça sert à quelque chose et que dans le monde publicitaire classique, ça nous coûterait excessivement plus cher, hein, d'investir pour toucher du monde, alors que par Meta, c'est pour quelques milliers d'euros, on peut toucher des centaines, voire des millions de personnes. Et ça Et donc, ça revient à ce que disait Pauline aussi sur, aller chercher les gens là où ils sont, quoi. Pardon, je t'ai coupé. oui, voilà. Mais en fait, et pour finir, c'est ça, on est sur un choix cornélien, en fait. Est-ce qu'on est totalement fidèle à nos valeurs? Et dans ces cas-là, on quitte ces univers-là qui sont l'antithèse de ce qu'on veut, de ce à quoi on aspire, ou est-ce qu'on veut quand même être un poil pragmatique et se dire, bon, bah tant pis, on fait quelques concessions sur les valeurs pour essayer quand même de ramener du monde à nous et de les rallier à nos causes et à nos combats. Ouais. Et ce que tu disais aussi, je vais passer la parole à Nicolas parce que peut-être que vous avez une réflexion similaire, c'est que le départ de X avait été facilité par le fait que vous restiez présent et présente ailleurs. Et que ça, enfin, pour le coup, vous ne quittiez pas tout, alors que là, se poser la question d'un départ plus global de plateformes qui, pour le coup, en plus, sont au cœur de vos stratégies pour l'instant d'éducation populaire, de communication, etc. Ça pose d'autres questions qui ne sont plus forcément que de l'ordre ou en tout cas majoritairement de l'ordre du symbolique, ou en tout cas de un outil que vous arrêtez d'utiliser. Là, ça serait tous vos outils, quoi. Mm. Exactement. Eh, ouais. Est-ce que, Nicolas, vous, c'est des réflexions, déjà peut-être comment est-ce que vous utilisez d'autres plateformes en ligne? Est-ce que ce côté Invita, c'est des réflexions que vous avez actuellement? Est-ce que vous avez des dilemmes qui sont similaires peut-être à ceux de Pierre ou de Pauline? Ouais, je pense que oui, on se retrouve complètement sur ces dilemmes-là. En fait, quand on a eu la séquence Meta qui commence à bouger, puis après Google qui commence à bouger, etc., on s'est vraiment dit, ouais, bon, en fait, il faut arrêter d'utiliser Meta, il faut arrêter d'utiliser Google. En fait, on va commencer à ne plus utiliser grand-chose. Et du coup, peut-être, ça amorcera la réflexion de comment on fait ça. Mais à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Et il faut savoir aussi que l'Ambita, ça représente une équipe de 6 personnes. Donc on n'a pas de chargé de com, de chargé de réseaux sociaux. On fait tout tous un peu comme on peut. Je reprends du coup effectivement cette expression de Pauline qui disait on fait comme on peut. Bah ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça sur ces réflexions en se disant bon bah pour l'instant on temporise, on va voir. Et du coup, on a continué à poster à la fois sur Facebook et à la fois sur Meta. Facebook, il y a une particularité, on va dire, du point de vue des personnes qui sont dessus, c'est que, enfin, des acteurs qui sont présents, c'est que ça a été quand même un espace qui a été largement investi par les associations de solidarité locales. Il y a un grand maillage dans toute la France, enfin, en gros, tous les collectifs de soutien aux personnes exilées localement ont un compte Facebook, et du coup, pas mal passe par Facebook aussi pour à la fois poster des choses et s'informer aussi sur ce qui se passe. Donc c'est important pour nous de garder ce lien-là avec ces collectifs militants aussi pour faire du lien d'un point de vue local. Et sur Insta, c'est l'idée de toucher le grand public, comme je disais tout à l'heure. Après, on réfléchit à aussi de nouvelles formes d'investir la plateforme parce que notre compte, encore une fois, est assez modeste. Mais du coup, on pense à faire des nouvelles collaborations en fait avec des médias qui sont spécialisés sur ce type de plateforme. Notamment là, on a un partenariat avec le média Commune qui traite des enjeux de migration.
Et du coup, en fait, ça permet de démultiplier aussi la visibilité, mais sans passer forcément par le sponsoring de contenu ou subir en fait l'algorithme qui ne nous est pas favorable, quoi. Donc il y a un peu ça. Malgré tout, effectivement, on a ce constat-là de bulle de filtre aussi assez largement sur tous ces réseaux-là, quoi. C'est intéressant ce que tu commences à évoquer, qui est aussi quelles autres stratégies, qui ne sont pas forcément des stratégies directement liées aux plateformes, on peut mettre en place. Donc merci beaucoup. Et sur le On fait comme on peut et on est une petite association, je pense aussi que ce que tu as mentionné, Pauline, sur la position, la précarité des journalistes indépendants, indépendantes, et puis le manque de protection, elle se pose aussi, et c'est des questions qui reviennent aussi dans les associations où les chargés de communication ne sont pas formés ou pas forcément bien protégés aussi au cyberharcèlement ou alors aux violences en ligne, alors que c'est des choses auxquelles ces personnes peuvent être confrontées. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont très importantes. Hem, il y a déjà beaucoup de questions dans la discussion, donc ça me remplit de bonheur, bien sûr, et je vous propose on en aborde plusieurs maintenant. Déjà, il y a un ensemble de questions sur quels autres réseaux sociaux utiliser. Je vais lister quels autres réseaux et je vous invite, nos intervenants, intervenantes à réagir si vous le souhaitez. Donc on a, Simon Richet de la NAFE qui demande: «Blue Sky et Mastodon ont-ils été réellement investis par les journalistes et les élus? Ces outils valent-ils le coup d'être utilisés, considérant le temps que ça peut prendre?» Et après, j'ai 2 questions subsidiaires sur les réseaux, où une personne a posé la question de Thread, donc sur, Instagram, et de Quais ou Quis, je ne sais pas comment on prononce ce mot, où Céline Réveillac qui demande: «Que pensez-vous de Quis? Leur proposition est très alléchante, mais il n'y a pas grand monde». Voilà, et je pense que c'est du coup il y a des sujets qui se recoupent. Est-ce que sur cette question Blue Sky, Mastodon, Thread, ah oui, et Jean-Christophe des Colibris parle des faits divers, ce qui donc rejoint, alors, il y a 2 questions sur les faits divers, mais il y a une question sur Mastodon et les autres actrices du fait divers. Donc le fait divers, pour les personnes qui ne sont pas techniques, et qui ne connaissent pas ce mot, c'est, une autre manière d'avoir des réseaux sociaux où on n'est plus sur une plateforme centralisée, mais où on peut avoir différentes instances, un peu comme des mails. J'explique très mal, mais en gros, vous n'êtes pas obligé d'être sur le même réseau social pour pouvoir vous parler. Donc je ne suis pas obligée d'être inscrite sur le même réseau social que vous pour voir vos messages ou pour communiquer avec vous. Mastodon fait partie du fait divers. Donc c'est une émanation du fait divers. Et donc la question de Jean-Christophe de l'équipe des Colibris, on se pose les mêmes questions chez Mouvement Colibri et on s'interroge sur des réseaux ouverts, interconnectés, comme Mastodon et les autres acteuristes du fait divers. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait beaucoup de questions en même temps. Est-ce que quelqu'une mord déjà ou bien vous voulez que je reformule? Je peux peut-être commencer. Moi, je suis très partisane de dire il n'y a pas de réseau social idéal. Je pense que ça, enfin, dans le sens où euh, on est dans une ère d'Internet où chaque plateforme se prétend être la plus complète, celle qui parle à plus de monde, etc. C'est faux. C'est totalement faux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on est de plus en plus dans une segmentation à la fois des plateformes et des publics. Et donc, tout le monde ne va pas sur les mêmes plateformes pour les mêmes raisons. Ça vous est peut-être même déjà arrivé de parler avec une personne, la même personne, mais sur des réseaux sociaux différents parce que vous lui partagez pas les mêmes choses. Par exemple, bah, sur TikTok, vous envoyez des vidéos rigolotes. Sur Messenger, vous allez avoir une discussion peut-être un peu plus organisationnelle. Sur WhatsApp, vous allez plus avoir des discussions perso, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a aucune plateforme qui est, entre guillemets, à ce jour mieux qu'une autre. Et se pose la question, en effet, de qui fréquente quelle plateforme. Moi, je suis très partisane du libre, je suis très partisane des réseaux interconnectés, des suites Framasoft, des réseaux comme ça. Mais malheureusement, le grand public, c'est les personnes qu'on souhaite toucher. Le grand public n'y est pas, ne suit pas, pour plein de raisons différentes qui vont de l'ordre de bah, changer des habitudes, ça prend du temps. Aller sur des plateformes, enfin tout recommencer à zéro, ça plaît pas. On a déjà ses habitudes, on a déjà les gens qu'on connaît, etc. Et donc en fait, ça pose en fait la question de pourquoi on est sur les réseaux sociaux, à qui est-ce qu'on s'adresse et quel usage on en fait.
Et le truc, c'est qu'en fait, notamment, j'imagine pour vous, pour que ce soit les militants, militantes, pour les organisations, pour les associations, c'est hyper chronophage de faire de la communication en ligne, d'essayer de porter une parole publique. Et en fait, c'est épuisant. Et donc là-dessus, c'est pour ça que je dis on fait au mieux aussi avec les ressources qu'on a, parce que on n'arrivera jamais à toucher tout le monde. Et il y aura malheureusement toujours des biais de filtre et des biais algorithmiques. Les seules manières de sortir de ça, c'est parfois de sortir des réseaux sociaux aussi et d'essayer de créer du mouvement hors ligne. Et moi, je suis très partisane aujourd'hui de dire le en ligne, c'est génial, mais le hors ligne aussi amène énormément de ressources et de penser la communication en ligne et le fait d'être sur les réseaux sociaux comme une continuité de ce qui se fait déjà ailleurs. Mais ça reste compliqué et ça reste toujours des gouttes d'eau en fait face à des multinationales du numérique qui ont leurs règles propres, dont ces règles changent tous les 4 matins. Et donc, on ne peut pas s'assurer en fait que demain, il va pas y avoir un autre rachat d'une grande plateforme ou une autre innovation technologique qui va tout bouleverser. Et donc, on est en fait sur un espèce de terreau mouvant qui demande beaucoup de flexibilité et qui est en fait très difficile à suivre pour la plupart des personnes dont les réseaux sociaux, c'est pas le métier en fait. Tout simplement, il y a plein de gens qui sont pas community managers, quoi. Donc, je pense qu'on fait au mieux et se dire qu'il n'y a pas de plateforme idéale, ça enlève déjà une petite pression, quoi. Je veux bien ajouter quelques éléments éventuellement. Euh, donc oui, donc je le disais tout à l'heure, nous on est passé sur Blue Sky et Mastodon, et en fait, il y a quand même un sujet de fond, c'est que, alors évidemment, il y a une petite équipe communication chez Maïs France, mais le cœur de notre sujet, c'est pas le numérique en tant que tel, hein. Pour nous, le numérique, c'est un outil au service de notre communication, comme le sont d'autres canaux de communication. Et bon, la réflexion, elle est évidemment très intéressante. Et si demain des initiatives collectives se lancent pour réfléchir à quels peuvent être les moyens de riposte du secteur associatif et militant, pour avoir des espaces de discussion, d'échange, de partage qui soient respectueux, etc., on en saura sûrement. Mais aujourd'hui, là, on est à un moment, en tout cas chez Maüs, où bon, l'équipe a un peu été remodelée, etc., où quelqu'un est arrivé aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que on a à la fois, dans la détermination de nos stratégies de communication, on a un petit peu deux strates. Il y a les stratégies de communication sur le plan éditorial et les stratégies de communication sur comment est-ce qu'on fait demain. Est-ce que c'est quoi le bilan de à 6 mois après sur Blue Sky et Mastodon? Est-ce qu'on va vers d'autres possibilités, d'autres champs des possibles, hein? Pour être tout à fait sincère, il y a des noms que je ne connaissais pas dans le chat, là, dans les questions qui ont été posées. Quais, je ne connais pas. Et tant mieux, c'est très bien, mais en fait, on sait ce qu'on a perdu, on sait ce qu'on a quitté en tout cas, à savoir X, et on ne sait pas où on va. Et c'est vrai que en tant qu'organisation communicante, notre enjeu, c'est de toucher un maximum de monde, hein. Là, c'est vraiment la communication enfin, vraiment comment dire, le niveau 1 de la réflexion de communication. Et donc, quand on a un outil existant, c'est pratique. On se dit, tiens, bah, c'est super, on peut communiquer, on a une audience. Mais en fait, on s'aperçoit que ça marche pas. Donc, tact, on en tire les conclusions qui s'imposent, surtout au regard de tout l'écosystème qu'on a évoqué juste avant. Et après, c'est vers quoi on va. Et en fait, dans toutes les initiatives un petit peu militantes, qui sont parfois pionnières et qui ensuite se démocratisent, pour l'instant, on en est au tout début, et donc on parle à personne, ou alors si on parle à des gens, c'est en gros, c'est notre petit entre-soi de bobo, écolo, gaucho, féministe, woke, etc. Moi, je me sens bien dedans, hein, mais je parle pas aux gens que j'ai envie de convaincre. Et c'est un peu ça le problème. C'est que, je le disais tout à l'heure, on a besoin de ratisser beaucoup plus large, hein, pardon pour l'expression un peu triviale, mais il faut qu'on aille chercher des gens qu'on ne croise pas au coin de la rue forcément, à qui nos communications habituelles elles ne parlent pas. Et ces outils-là, pour l'instant, ils sont expérimentaux, ils sont marginaux. Et je dis pas ça de façon péjorative, hein, j'ai beaucoup de respect pour toutes les réflexions qui sont menées, mais pour l'instant, pour nous, c'est pas un outil. Et je pense que on n'est pas la seule organisation à finalement être confrontée à ça, c'est que on a nos enjeux de com, comme ça, là, à court terme, moyen terme, et là, on est sur de la réflexion un peu méta, un peu philosophique, quasiment. Et c'est pas une réponse immédiate pour nous. Et malheureusement, on n'a pas les moyens, ni temporels, ni financiers, ni humains, de réfléchir autant qu'il le faudrait à ces outils-là. Donc c'est dur de répondre aux questions. Oui, on a envie de tout explorer. Et pour l'instant, on n'est pas en capacité, en tout cas pas à titre individuel. Donc comment collectivement on peut s'organiser? Peut-être que c'est une question à explorer. Ouais, je pense que c'est tout le nœud de la question
Et cette question aussi de on n'a pas le temps d'investir, mais du coup, on ne construit pas d'alternative, elle est, je trouve, très tendue. Quand est-ce qu'on saute le pas et quand est-ce qu'on décide de construire ces alternatives-là? Je mentionne aussi dans le chat pour les personnes qui écoutent l'enregistrement, Résistance à l'agression publicitaire, qui a partagé sa stratégie d'usage des réseaux sociaux, une tribune avec d'autres organisations qui expliquent les liens entre médias sociaux publicitaires et l'extrême droite, qui sont intéressants et apportent peut-être un contrepoint à ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est intéressant. Et je passe aussi la parole à Nicolas. Est-ce que cette question de l'ambiguïté, et puis peut-être par exemple pour aborder la question très concrète de Blue Sky Mastodon, est-ce que ça vaut le coup de les investir? Comment est-ce que vous abordez cette question à la fois de est-ce que ça vaut le coup, soit pour le rapport coût-bénéfice, mais aussi pour construire un web alternatif, quoi. On n'est pas sur Mastodon, nous, on est resté que sur Blue Sky, on n'est pas passé le pas Mastodon, parce que je rejoins complètement ce qui a été dit auparavant. En fait, il y a aussi une question de moyens à un moment donné, et on n'a clairement pas les moyens d'être partout. On peut pas se multiplier et multiplier du coup les réseaux sur lesquels on publie, parce que c'est beaucoup trop de travail. Et enfin, on a besoin aussi de rationaliser la façon dont on pense notre communication. Donc pour l'instant, on se limite en termes de plateformes pour aussi être en mesure de pouvoir les nourrir convenablement, parce qu'on sait que des plateformes de réseaux sociaux, en fait, si on est dessus et qu'on poste une fois par mois, bah, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et il faut nourrir de manière très régulière, donc il faut être en mesure de le faire. Donc on limite le nombre de réseaux sociaux. Sur Blue Sky, je notais quand même un aspect qui a été assez impressionnant de notre point de vue, en tout cas sur la démarche initiée par Emmaüs collective de quitter X pour aller sur d'autres cieux et notamment sur Blue Sky en ce qui nous concerne. C'est que sur X, on avait patiemment construit une communauté sur un temps long, quoi, parce que l'Anvita est créé en 2018, on a dû créer le compte en 2019-2020, quelque chose comme ça. Du coup, pendant 5 ans, on a constitué une communauté. Et en fait, le départ, la dynamique de départ collectif, du coup, de X, a fait que sur Blue Sky, on a reconstitué très très vite cette communauté en l'espace de 2-3 semaines, en fait. Donc il y a quand même un impact des mobilisations concertées des associations, enfin des organisations qu'elles travaillent ensemble. Donc ça, c'est à noter quand même. Et après, sur la question du public, en fait, moi je me dis effectivement, sur Mastodon et sur Blue Sky, on parle entre convertis la plupart du temps, on prêche entre convertis et du coup, bah, ça a moins d'impact que si on parlait à d'autres gens, des gens qui pourraient être convaincus par ce qu'on fait et ce qu'on apporte. Mais dans tous les cas, ces personnes-là, on les aurait pas sur X non plus et de moins en moins en fait sur les autres gros réseaux sociaux. Donc la question se pose vraiment quoi effectivement, est-ce que on continue à jouer au jeu faussé de ces réseaux sociaux-là qui gèrent les algorithmes comme de cette manière-là, ou est-ce qu'on choisit effectivement de partir sur des réseaux sociaux où on maîtrise mieux déjà les règles de modération et du coup un peu mieux qui nous lit, et on évite aussi les attaques par la même occasion, quoi. Donc ouais, ça c'est une vraie réflexion qu'on a et sur laquelle on a à l'heure actuelle absolument pas de réponse, mais en tout cas des chantiers qui sont ouverts au sein de l'association, quoi. Et ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée par Mathieu dans la discussion, Mathieu du mouvement des colibris. Justement, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de se dire, bon, bah voilà, on a ces questions qui sont ouvertes, quelles sont nos pistes de réflexion, de solutions? Et donc là, Mathieu a posé plusieurs questions, j'en pose une ici, qui est si nous sommes des organisations d'éducation populaire, et j'ai élargi au journalisme aussi, qui est un métier d'information. Quels moyens pourrions-nous nous donner pour animer ces débats dans l'espace public, permettre à chacun, chacune de faire des choix éclairés et ne pas considérer qu'il s'agit d'une fatalité et rebâtir collectivement des internets interconnectés? Est-ce que la réponse est des chatons partout? Donc chaton, Thomas, je te laisserai mettre un lien dans le chat pour expliquer ce que c'est qu'un chaton, parce qu'en plus Pierre doit bientôt partir et je voudrais qu'il puisse répondre à cette question. Donc en fait, la question, voilà, c'est quels moyens on se donne, notamment en éducation populaire, même s'il n'y a pas de réponse toute prête à apporter, quelles sont des pistes en fait de choses que vous avez mises en place ou bien auxquelles vous réfléchissez pour tout en continuant à investir peut-être des réseaux avec lesquels on n'est pas forcément heureux
penser des alternatives, et notamment des alternatives des infrastructures, quoi. Et je voudrais que Pierre parle avant de partir, mais si quelqu'un ou une d'autre veut d'abord répondre, c'est possible. Nicolas, tu disais peut-être que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à apporter de ce côté-là ou en tout cas vous de réflexion? De ce point de vue-là, nous, vraiment, on n'a pas de réflexion très avancée sur ce sujet. Après, forcément, ça nous interpelle hein, de viser à des apports, enfin, des modes de consommation aussi des outils numériques qui soient moins prédatrices et qui soient aussi plus solidaires et plus dans un sens participatif, on va dire, inclusif. Mais là-dessus, ouais, nous, on n'a pas du tout de réflexion avancée sur ces sujets parce qu'on n'a vraiment pas le temps de vraiment se poser dessus. On n'a pas les compétences non plus en interne, donc c'est un peu complexe. Par contre, on essaye, tant que faire se peut, de se mettre en réseau avec des acteurs qui portent ces sujets-là, comme un peu aujourd'hui. Et puis, ouais, on a vraiment cette conviction-là que par l'action collective et par du coup la complémentarité entre les partenaires, on pourra viser à ça, quoi. Enfin, en tout cas, amorcer ces réflexions-là. Après, voir leur efficacité, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, amorcer ces changements-là, ce serait intéressant. Ouais. Est-ce que Pierre, tu veux partager une réflexion sur les alternatives avant de nous quitter? Ouais, bien sûr. Euh, alors d'abord, à l'heure qu'il est, on n'a pas lancé de réflexion sur la stratégie à développer, à mettre en place. Parce que comme je le disais, l'équipe a été pas mal remodelée. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table, mais je profite de l'occasion pour lancer un appel peut-être. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de réfléchir collectivement entre organisations qui partagent les mêmes enjeux aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas. En fait, tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression d'éducation populaire qui ressort dans une question. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais nous, on n'est pas. C'est pas notre rôle hein, en premier lieu. Emmaüs, c'est pas ça le rôle du mouvement. On est d'abord dans l'action et dans l'interpellation. Hein. Il y a deux volets à nos activités. Et l'éducation populaire, c'est presque un effet induit, une externalité positive de nos activités quand l'occasion se présente. Mais c'est pas le cœur de notre projet. C'est pas la philosophie d'Emmaüs. Et du coup, ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça collectivement, je pense. Nous, on n'aura pas les moyens de faire ça tout seul. Aussi parce que je pense qu'il y a un moment un critère de compétence technique hein, pour pouvoir avancer sur ces sujets que nous, on n'a pas en interne, que moi, j'ai pas, que mon équipe n'a pas non plus. Et je pense que la force du collectif, là, peut se révéler intéressante. Merci Et du beaucoup. coup, aussi, je voulais faire une suggestion avant de partir aussi, c'est peut-être que ça pourrait être intéressant de reproduire l'expérience là, de ce visio dans un an, pour voir un peu le bilan, parce que là, c'est vrai que on n'a pas encore assez de recul pour savoir quel bilan, quels enseignements on peut tirer de notre présence sur Blue Sky ou Mastodon 6 mois après. Peut-être que dans un an, on aura des données un peu plus intéressantes à analyser et à partager collectivement. Et puis peut-être aussi qu'on aura avancé dans des réflexions, je sais pas, est-ce qu'il faut pas créer un collectif? Enfin, peut-être qu'il y en a déjà, je sais pas. C'est pas mon sujet d'expertise, hein, je le confesse bien volontiers. Mais en tout cas, s'il y a une démarche collective qui s'initie, Emmaüs France s'y joindra bien volontiers. Merci beaucoup, Pierre. Et puis aussi, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de dire, comme on ne sait pas, donc il faut peut-être aussi essayer de continuer à investir ces autres réseaux en faisant un peu un acte de foi, en se disant, on tente, même si ça prend du temps. Cette question des ressources, elle est intéressante. Peut-être que Pauline, tu veux réagir, puis après, j'aurai deux, trois choses à dire. Ben ouais, non, mais je pense qu'en effet, il y a vraiment une question de collectif et il y a une question vraiment de comment on crée des résistances. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'histoire d'Internet, malgré certaines contraintes ou malgré certaines limites que mettent en place les plateformes et les différents outils, il y a beaucoup de personnes, et notamment les personnes les plus minorisées, les plus précarisées, qui ont toujours trouvé des moyens de passer entre les failles, de passer entre les lignes. Et je pense que c'est beau dans le sens où les outils numériques restent des outils. Et c'est important de valoriser aussi notre expertise, on va dire, humaine, collective, comment on arrive à se rassembler malgré ces contraintes. Euh, on est beaucoup à passer déjà par certains réseaux sécurisés, je pense à des messageries du style Signal, Telegram, etc.
ou en tout cas essaie de revenir à d'autres choses. Et sur l'éducation populaire, je pense que malheureusement, c'est un enjeu beaucoup plus large que moi je fais à titre personnel, qui est de faire de l'éducation aux médias et à l'information auprès des publics jeunes, mais pas que, sur c'est quoi les enjeux du numérique, comment on s'en protège, comment ça fonctionne, etc. Mais ça demande, on va dire, une révolution globale aussi, quoi. Donc, du coup, c'est toujours complexe. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a vraiment une question de force du collectif et d'appropriation, en fait, aussi des outils et de faire en sorte que ce soit des outils auxquels on pense, qu'on connaisse et qu'on puisse s'approprier aussi. Merci beaucoup. Et ça m'évoque beaucoup de choses. J'ai conscience du temps, donc Pierre, si tu dois partir, n'hésite pas à te déconnecter. Ouais. Euh, il y a il y a des discussions très intéressantes qui se passent dans le chat à cet effet. Donc, j'ai peut-être une invitation aussi à, si vous avez comme résistance à l'agression publicitaire, des ressources ou des choses que vous avez mises en place justement pour construire ces alternatives et que vous voulez les partager dans la discussion, n'hésitez pas. Comme ça nous permet enfin, ça vous permet en tout cas, ça nous permet de les ajouter à cette discussion qui, comme il y a quelqu'un qui disait dans la discussion, quelqu'une qui disait je vous écoute, vous questionner, tâtonner, etc. C'est vrai que c'est beaucoup de questionnements et de tâtonnements. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'était aussi de montrer ça et peut-être de. euh, on peut avoir beaucoup de dureté envers soi-même sur le fait d'être soumis à ces réseaux, de rester sur ces réseaux malgré des valeurs. L'un des messages, pas le seul message, hein, l'un des messages qu'on voulait porter, c'était aussi de dire bien sûr que c'est possible de faire appel à des alternatives. Et là, par exemple, Vox Public, pour lequel on fait un travail très très impressionnant de transformation de leurs outils internes en se passant de Google et des GAFAM et de Microsoft, etc. Mais c'est des choses qui sont difficiles, qui prennent du temps et sur lesquelles on peut être aussi indulgent et indulgente envers nous-mêmes. Mais si vous avez des choses que vous mettez déjà en place, n'hésitez pas à les partager et comme ça nous permettra de les publier ensuite. Moi, ce qui me frappe aussi dans la discussion qu'on a, ce qui revient, c'est de dire on n'est pas spécialiste ou on n'a pas forcément le temps aussi de penser à ces questions. Et ça me fait me dire que, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, que des associations comme Framasoft, par exemple, ou peut-être d'autres, je pense peut-être à Échappe, ou des associations qui allient des compétences techniques et des engagements militants, militantes, euh, ont un rôle à jouer dans l'outillage de ces réflexions, en tout cas l'outillage des réflexions sur la construction des alternatives en ligne, puisque comme tu l'as mentionné, Pauline, il y a aussi une question à se poser sur comment on crée des espaces hors ligne ou bien des espaces qui ne dépendent pas de plateformes tout court. Donc ça, c'est aussi des choses qui commencent à s'esquisser, qui sont intéressantes et que peut-être on aura l'occasion de creuser dans d'autres moments. Oui, Jérémy dit Framasoft, La Quadrature du Net, Échappe, Les Chatons. Moi, je pense aux moutons numériques aussi. Il y a des associations numériques. Alors, on en a sollicité une ou deux qui n'étaient pas disponibles. Donc, c'est pour vous dire, elles sont aussi dans la réflexion, mais parfois, voilà, on sait que tout le monde est très occupé. Mais effectivement, donc pour construire ou même pour construire des stratégies, peut-être on a besoin d'avoir d'autres personnes qui prennent le temps parce que les associations ne sont pas les personnes qui peuvent le prendre. Donc ça, je trouve ça très intéressant. En fait, on a glissé assez naturellement de où rester, que faire, et puis ensuite, enfin, où sommes-nous, avec quels résultats, quoi investir et que construire comme alternative. Et n'hésitez pas, encore une fois, à continuer à poser vos questions dans le chat. Pour ouvrir la discussion sur les alternatives, moi j'ai l'impression qu'on a parlé de plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est investir le hors-ligne, investir d'autres, entre guillemets, nouveaux réseaux sociaux, des plateformes alternatives, ce genre de choses. Composer en ligne sans les réseaux. Je sais que beaucoup de médias maintenant se reposent sur des newsletters, par exemple, et même des associations. En tout cas, des choses qui ne dépendent plus des plateformes et qui reposent sur du mail, par exemple. Euh, et ensuite, une chose dont on n'a pas parlé, c'est d'envisager. En fait, moi, ce qui me frappe dans ces discussions, c'est aussi le fait qu'on ne qu'on doive partir, hein, qu'on doive partir de, par exemple, qu'on dise on doit partir de Meta, on doit partir de ces plateformes. Et c'est une question qui, je pense, ne fera pas l'unanimité, y compris dans les personnes qui assistent à ce webinaire. Ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas envisager des stratégies d'action collective
qui ne passent pas forcément par le fait de quitter ces plateformes-là, mais peut-être aussi de les rendre redevables de leurs actes. Euh, et donc, pour les faire changer, les transformer, je pense que ça paraît de plus en plus illusoire à l'heure où on parle de dire on va faire changer ces plateformes-là. Mais est-ce que cette question collective, en fait, moi, ça me rend en colère de me dire qu'il y a des choses qu'on doit quitter. Alors peut-être qu'on va me dire, mais c'est joyeux de construire des alternatives. Mais comment est-ce que vous envisagez ça? Est-ce que cette question de l'action collective euh, pour faire changer les big tech, elle vous parle ou pas du tout? Euh, une question assez ouverte. Et prends qui veut, elle n'est pas facile en plus. Bah, je vais essayer de me lancer là-dessus, mais c'est... En fait, la difficulté qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est face à des multinationales qui sont parfois plus puissantes que des États. Et j'ai pas envie d'être la défaitiste du groupe, mais en fait, poursuivre depuis un moment toutes les discussions, les textes de loi qui ont été faits notamment au niveau européen avec le Digital Service Act, notamment qui est une loi européenne qui est censée permettre de sanctionner financièrement les grandes multinationales du numérique si elles ne respectent pas notamment leurs devoirs de transparence et de modération. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça fait plus d'un an, je crois que la loi a été mise en place. C'est pas passé grand-chose. Il y a eu des amendes qui ont été données, mais on est face à des multinationales qui ont beaucoup d'argent. Et par exemple, au niveau de l'Arcom, donc qui est le nouveau CSA gendarme, on va dire, de l'audiovisuel, qui comprend aussi Internet en France, il y a des rapports qui sont faits régulièrement pour essayer de voir, en fait, d'avoir plus de transparence sur la modération des plateformes sur le territoire français. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des plateformes ne donnent pas les chiffres. Donc, en fait, ne jouent pas les jeux non plus. Donc, et on est aussi face à des plateformes, il ne faut pas l'oublier, principalement américaines, avec une vision aussi de qu'est-ce que ça représente les plateformes numériques, qu'est-ce que ça représente la liberté d'expression, qui est très différente de ce qu'on peut avoir en Europe et notamment en France. Et donc, c'est se battre face à des géants. Et là encore, c'est très compliqué en fait d'imaginer pareil des alternatives tant que il n'y a pas un mouvement collectif des goûts, de quitter les réseaux sociaux, voilà quoi. Et donc déjà, je pense qu'on a pris conscience en tant que société que c'était un outil politique très très fort, notamment depuis l'élection de Trump, notamment depuis les dernières élections législatives en France, etc. Et donc, il y a un travail qui est fait des militants, militantes. Moi, j'avais participé notamment aux dernières législatives. Il y avait tout un groupe Discord qui s'était créé qui s'appelait l'Internet de gauche. Et donc, on faisait des streams, on faisait donc des streams, des lives en direct sur Twitch, on faisait des tweets, on faisait des TikTok pour lutter contre l'extrême droite. Alors, ça paraît vraiment très futile et très illusoire, mais on faisait ça, nous, en tant que journalistes, en parallèle d'un travail d'enquête de fou sur les députés du RN, ce genre de choses. Mais ça a permis peut-être au moins de dire, bah, on est encore présent sur Internet. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'un côté, on a des gens d'extrême droite et intolérants d'une certaine manière qui sont très actifs et très loyaux, on va dire, à leur communauté. De l'autre, on va avoir des personnes très investies à gauche, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un grand océan d'indécis, en fait, ou de personnes qui vont avoir des idées un peu plus mixtes, ou en tout cas qu'on va pouvoir encore convaincre. Et ces gens-là, pour moi, on ne peut pas les abandonner. Et parmi ces gens-là, il y a des personnes précarisés, il y a des jeunes, il y a des personnes que la politique ou l'associatif ne touche pas pour plein de raisons. Et pour moi, c'est important de ne pas les abandonner aussi là-dedans. Mais ça reste compliqué, en fait, je trouve, de se battre seul, parce qu'on constate que même au niveau européen, on n'y arrive pas. Donc, en fait, et toutes les tentatives qui ont été faites au niveau même hexagonal sont souvent vaines. Et ça fout la rage. Enfin, vraiment, pour être en lien avec notamment la Quadrature du Net, on est assez désespéré sur ces questions-là. Mais je pense que c'est important de continuer à se battre aussi, mais c'est épuisant en fait. Je vais pas Oui. mentir, c'est épuisant.
Oui, on est un peu fatigué. Et peut-être pour faire écho à ça, je précise que ces derniers temps, il y a eu de plus en plus de condamnations, notamment de Meta, enfin, pour différentes raisons. Donc, sur des motifs de protection des données personnelles, avec au Royaume-Uni, une citoyenne qui a fait reconnaître que c'était illégal de lui imposer des publicités ciblées. Également une condamnation récente de Meta pour le fait que Meta ait à un moment proposé de faire payer comme seule alternative aux publicités ciblées. Et là, d'autres décisions de justice. Mais ce qui revient aussi, c'est que malgré toutes ces décisions, les plateformes sont encore là. Donc c'est ça qui peut poser question aussi. Et je précise aussi que sur les dynamiques, en tout cas de lutte collective pour faire rendre des comptes à ces plateformes, c'est ce que Vox Public s'efforce de faire, et avec toutes les associations du réseau Big Tech et Discrimination. Donc je le rementionne pour peut-être remettre un peu d'espoir, pas forcément de solution, mais en tout cas une ouverture aux actions collectives. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux réagir? En fait, j'ai vraiment pas de grosses idées sur comment on peut lutter contre les entreprises des réseaux sociaux, parce que effectivement, ça paraît tellement énorme et tellement loin en fait de nous. Pour faire un parallèle avec une situation que je maîtrise un peu plus, parce on la rencontre un peu avec l'Anvita, c'est un peu comme les collectivités locales essayent de lutter contre Airbnb, quoi. Cet aspect, en fait. Un énorme mastodonte qui a des impacts très concrets dans la vie des gens quand même, hein, mais c'est très compliqué à faire bouger. Donc, je pense que c'est indispensable qu'il y ait cette démarche-là quand même de essayer de rendre justice et de les amener devant les tribunaux, mais par quel bout prendre la chose, je ne sais pas trop. Par contre, sur ce que rapportait Pauline, sur comment ça s'est organisé aussi, la résistance à l'extrême droite pendant la séquence des législatives 2024, il y a un aspect qu'on n'a pas trop abordé, parce qu'on était sur les stratégies des organisations sur les réseaux sociaux, mais en fait, dans les réseaux sociaux, ce qui fait aussi le modèle des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des énormes comptes. Il y a des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés et qui, eux, en fait, font l'attrait aussi de ces réseaux sociaux. Et du coup, bah, c'est peut-être une action qui est possible à faire, c'est de cibler ces influenceurs pour les faire bouger. Parce que eux, en fait, s'ils bougent, il y a un impact et les réseaux sociaux sont obligés de les suivre parce qu'en fait, c'est leur produit de vitrine, quoi. Et du coup, l'impact, par exemple, du message de Squeezie, on revient à ça, pendant les élections législatives 2024, bah, en fait, ça a pu être un véritable, peut-être, point de bascule sur cette campagne. Donc peut-être que c'est ça aussi que les associations doivent viser, plutôt que d'essayer à faire passer leurs messages via leurs propres réseaux qui sont soumis à la régulation des algorithmes, essayer de viser du coup les personnes qui ont une grande visibilité et qui, elles, peuvent avoir un impact et sur lesquelles les réseaux sociaux, elles, vont avoir un regard bienveillant parce qu'ils disent il ne faut pas qu'on perde cette personne, quoi. Donc il y a peut-être cet aspect-là. Et enfin, je voulais revenir aussi sur les discussions qu'on avait eues avant sur les outils alternatifs et la difficulté pour les organisations peut-être de switcher pour dégoogliser, etc. Euh, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement des petites structures, des petites assos, et puis des grosses aussi peut-être, hein, sur ces sujets-là. Peut-être de déconstruire aussi des idées reçues là-dessus, parce qu'en fait, une des grandes forces aussi des réseaux sociaux, c'est de dire que, enfin, c'est de fonctionner sur l'intuitif et enfin, en fait, c'est facile de rentrer sur cette plateforme et de comprendre comment ça fonctionne. Alors qu'il y a peut-être une représentation de la part des organisations de se dire, en fait, ouais, bah, passer sur les logiciels libres et tout ça, ça demande un temps d'adaptation, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et peut-être que ça, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est peut-être juste des représentations qu'on en a, mais du coup, il y aura, je pense, un vrai besoin de pouvoir accompagner ces organisations pour passer ces transitions-là et puis petit à petit aussi être moins dépendant vis-à-vis de ces plateformes. Ouais, ça, je trouve que cette question de... Il y a plein de choses que vous avez mentionnées qui sont extrêmement intéressantes. Et cette question des gros comptes sur les réseaux, elle est intéressante aussi. À la fois pour faire passer des messages, mais aussi peut-être pour... je me demande ce que ça ferait si un gros compte, enfin, aller sur Mastodon. Est-ce que les gens suivraient ou pas? C'est pas sûr, mais il y a des messages potentiellement forts. Euh, Ce que ça m'évoque aussi on vient de parler, enfin, Nicolas, tu viens de parler de ce coup d'entrée peut-être dans des réseaux sociaux qui sont notamment du libre, avec
soit des représentations, soit une réalité aussi, où c'est des réseaux sociaux qui sont plus difficiles, des plateformes et des outils qui sont plus difficiles à prendre en main. Enfin, un contre-exemple pour moi, c'est Signal, qui, je trouve, est un outil de messagerie qui est très facile à prendre en main. Blue Sky ressemble extrêmement à Twitter, donc c'était pas si compliqué. Mais Mastodon, par exemple, le coût d'entrée est un peu plus important. Et peut-être que c'est une question dont il ne faut pas s'en cacher. Enfin, ma question aussi, c'est dans quelle mesure on accepte ce coût d'entrée et on en fait, et on se dit: «C'est bien de remettre de la friction, c'est un coût d'entrée qui est nécessaire, c'est, une facilité d'utilisation qu'on perd, mais on sait pourquoi on la perd», et dans quelle mesure il faut aussi travailler sur des outils qui sont plus facilement appropriables? Moi, c'est une question qui me travaille beaucoup, parce que je pense aussi qu'on c'est ce qu'on disait avant, il y a des gens qui ne vont pas sur ces plateformes, aussi parce qu'elles sont difficiles d'utilisation, et peut-être qu'il ne faut pas s'en cacher non plus. Hem donc ça, je sais pas si, enfin, en tout cas, c'est une réflexion que peut-être à avoir sur qu'est-ce que ça coûte, et est-ce que, enfin, comment on fait? Je sais pas si c'est des choses dont vous avez, vous, discuté en interne, Nicolas, ou bien si Pauline, vous y avez réfléchi, mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, quoi. Voilà. Et il y a Khaled aussi dans la discussion qui dit: «Le plus dur m'apparaît de perdre son réseau en allant d'un réseau à un autre. En fait, aller sur Facebook ou Insta, c'est un coup d'entrée». Oui, et il y a eu un coup d'entrée de construction du réseau, et c'est ce que tu disais, Nicolas, aussi, sur le fait que reconstruire son réseau de Twitter à Blue Sky, ça a été plus facile, grâce au mouvement de départ collectif. Je trouve ça super intéressant que vous mentionniez des exemples positifs de choses qui se sont passées, parce que je pense que ça nous donne des choses vers lesquelles aller, et pas des choses, autour desquelles on se dit juste: «Il y a des questions, c'est difficile». Hem, Moi, ce que je trouve intéressant aussi, ce dont on a mentionné sur ce mouvement collectif de départ de X, c'est quelque chose que Pierre avait mentionné dans un échange précédent, qui était: on a montré qu'on pouvait le faire. On a montré que, on pouvait décider collectivement de partir d'un réseau. Je sais pas si enfin, je sais pas si ça a vraiment mis la pression à, peut-être que, en tout cas, c'est ma question à vous. Est-ce que vous pensez que cet objectif, donc non seulement d'être fidèle à ses valeurs en quittant un réseau social toxique, mais aussi en ayant un mouvement collectif, en disant: «On peut s'élever contre une plateforme juste en partant collectivement», ça a eu un effet en matière de rapport de force? Voilà. Est-ce que vous pensez que ça a servi ce but de faire passer un message? Bah, peut-être rapidement là-dessus. On a vu que toute l'extrême droite jubilait sur le fait que, ouais, voilà, enfin, ils vont nous laisser tranquilles, ils vont partir, on ne les verra plus sur les réseaux. Bon, ça, c'est un point. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même le directeur, je crois, de Twitter France, enfin de X France, qui a réagi. Même si c'était pour faire de l'ironie, en fait, il s'est senti obligé de réagir. Donc, quelque part, c'est que ça les a touchés. Certainement, ça a été discuté en interne aussi. Et voilà, ils ont regardé ce qui s'est passé sur cette dynamique. Maintenant, quel impact ça a eu concrètement? Nous, en tout cas, en tant que dynamique collective, ça nous a apporté dans le sens où, en fait, on avait envie de le faire, et le faire collectivement, ça a beaucoup plus de sens, et c'est beaucoup plus symbolique aussi. Mais concrètement, qui entre nous, notre dynamique collective, et Elon Musk détruit le plus le réseau X à l'heure actuelle, la question n'est pas forcément évidente. J'ai l'impression qu'il se sabote très bien tout seul aussi, quoi. C'est très, Ouais, très absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il se sabote très bien tout seul et c'est assez intéressant maintenant quand je retourne sur Twitter de voir à quel point c'est juste une armée de gens fans de crypto qui, comment dire, payent des certifications et demandent à la nouvelle IA horrible d'Elon Musk de répondre. Enfin, genre, du coup, à un moment donné, moi, je me suis dit peut-être qu'il faut juste les laisser s'entretuer entre eux, de se laisser manger entre eux. Voilà, donc ça, c'est. Non, je pense que ça a prouvé quelque chose, au moins, notamment avec des figures dites de pouvoir, en fait, c'est-à-dire des grosses associations, des gros médias, des journalistes, des élus. En fait, rester ou non sur les réseaux sociaux et rester ou non sur un tel réseau social, c'est aussi un ancrage politique et c'est important de montrer euh, que c'est associé à certaines valeurs. Et moi, j'avoue, j'y croyais pas trop à ce mouvement de départ de masse et en fait, j'ai pu le constater. Et je pense que du coup, Twitter est devenu quelque chose d'assez
moqué et raillé. Et maintenant, tout le monde sait que c'est un réseau d'extrême droite, quoi. Et c'est intéressant, en fait, que ça ait pris cette place-là et même toutes les publications qui ont été faites autour de Blue Sky. Enfin, je trouve qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez symbolique autour de ça. Et je pense qu'en effet, Twitter va continuer à être un peu la risée du web et les gens qui s'y trouvent encore aujourd'hui et qui s'affichent comme l'étant, ça pose en effet quelque chose. Après, oui, il y a un problème, je vois dans le chat, il y a un problème sur le fait que les journalistes citent tout le temps Twitter et il y a un vrai problématique là-dessus, mais c'est une problématique beaucoup plus large de, de comment l'information est faite en France et sur notre dynamique informationnelle. Néanmoins, c'est un réseau qui est, voilà, comme je disais, encore utilisé euh, par plein de personnes. Donc, c'est compliqué. C'est toujours un exercice de funambule, à mon sens. Ouais, et c'est pour ça aussi que ta présence, Pauline, était intéressante sur la circulation de l'information, la visibilité, la communication, d'avoir le point de vue des journalistes sur comment vous, maintenant, vous utilisez ces réseaux et peut-être la responsabilité de tout un écosystème, pas des journalistes indépendants, hein, mais de tout un écosystème de circulation de l'information dans quels réseaux sociaux ou quelles personnalités continuent à être mises en avant. Parce que Elon Musk, je crois que c'est quand même la personnalité numérique, enfin, de la tech la plus mentionnée par les médias, ce qui a pour effet positif de montrer à quel point il est ridicule, hein. On pourrait dire la même chose de Mark Zuckerberg si on en parlait plus, je pense. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vois l'heure qui tourne et je voudrais qu'on prenne le temps de clore tout en finissant à l'heure. Et je voulais encore une fois remarquer qu'il y a énormément de ressources qui ont été partagées dans le chat, et notamment des liens vers euh, un lien vers Emancipasso qui vise à accompagner les collectifs et organisations dans leur transition au logiciel libre, qui est très intéressante. Une agence d'influenceurs qui cherche à mobiliser sur les sujets de justice sociale, qui font des partenariats avec des associations, qui s'appellent Louder Agency. Et aussi des témoignages, toujours de résistance à l'agression publicitaire, qu'on remercie pour leur participation active au chat, qui disent: nos posts de rap asso sur Mastodon marchent mieux que ceux sur les médias sociaux publicitaires. Pour nous, il est clair que l'algorithme invisibilise plus qu'on ne le croit. Et je trouve que c'est un témoignage intéressant parce que ça montre qu'on n'est pas sur un pis-aller, on peut même être sur du mieux en utilisant ces plateformes pour certaines associations. Et Mathieu du mouvement des Colibris qui conseille la lecture d'un billet d'Elena, réalisatrice de documentaire, Elena Rossini, qui a appris seule à auto-héberger ses médias sociaux fédérés et témoigne du plaisir et de l'empowerment que ça représente pour elle. Donc c'est des témoignages qui peuvent aussi donner envie de rentrer dans ce départ-là. Et Hello-Kitty, on n'a pas rementionné, mais qui était un outil qui vous permettait de passer enfin, qui permet toujours, hein, de passer de Twitter X à d'autres réseaux sociaux, qui pour certains et certaines, d'après des discussions qu'on a pu avoir auparavant, étaient très rassurants aussi, et pouvaient pousser à sauter le cap. Donc toutes ces ressources qui existent et qui peuvent nous inspirer pour la suite, pour un mouvement collectif. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette discussion, c'est que il n'y a pas de réponse évidente. Mais ça, j'espère qu'on vous avait annoncé la couleur dès le début et que vous n'aviez pas l'intention d'avoir des réponses définitives. Mais que peut-être il y a plusieurs choses à faire. Il y a à la fois se déculpabiliser dans une certaine mesure et reconnaître les ambiguïtés dans lesquelles on est, tout en reconnaissant que parfois des mouvements un peu forts auxquels on ne croit pas nécessairement au début sont nécessaires. Par exemple, ce départ de X Twitter qui a peut-être très bien fait les choses, qu'on a des débuts de solutions, ou en tout cas que des mouvements, et le mouvement aussi communication et démocratie qui a parlé dans la discussion, des mouvements de réflexion collective sur que faire se mettent en place, et qu'on pourrait continuer à entretenir cette dynamique collective-là. Euh, et, euh, et que peut-être que donc il n'y a pas de solution entre partir, rester, créer des nouveaux réseaux, qu'il y a un ensemble de solutions qui s'offrent à nous, et qui implique aussi de repenser des stratégies qui ne reposent pas que sur les plateformes, et qui reposent sur aller vers dans le hors-ligne, qui reposent sur faire des partenariats avec des médias, qui reposent sur plein d'autres choses pour lesquelles il faut qu'on soit un peu créatif,
et sur lesquels peut-être des personnes peuvent prendre le temps de réfléchir collectivement. En tout cas, nous, à donc, Vox Public, avec le réseau Big Tech et Discrimination, c'est des choses qu'on essaye de faire. Ça fait un peu placement de produit, mais en tout cas, en fait, le message, c'est de toute façon, vous recevrez un mail avec toutes les ressources qui ont été partagées euh, pour continuer la dynamique. Si vous êtes intéressé pour continuer tout ça, n'hésitez pas à nous écrire et comme ça, on pourra voir comment faire cette mise en contact. Vous pouvez aussi partager votre email dans la discussion tout de suite pour être sûr que les personnes voient votre message si vous le souhaitez. Euh, on a copié-collé, Thomas a copié-collé dans le chat un certain nombre de ressources côté Vox Public. On a aussi une lettre d'info Big Tech et discrimination qui contribue justement à sensibiliser sur tout ce côté Big Tech, algorithme, intelligence artificielle, si vous voulez faire un peu d'éducation populaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et surtout, merci beaucoup pour votre présence. Et on vous dit à une prochaine, puisque en tout cas, le besoin a l'air d'être avéré. Donc merci beaucoup. Merci à nos intervenantes et intervenants pour leurs apports très très précieux. Et merci à toute l'équipe de Vox Public pour l'organisation de ce webinaire. Et je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et bon après-midi. Merci beaucoup.